Le mur de Huy était plus que jamais un chemin de croix. Les 7 chapelles qui jalonnent cette côte longue d'1 kilomètre ont sonné le glas de coureurs victimes d'une chute terrible qui pose question. Elle a rappelé au maillot jaune Fabian Cancellara au portugais Rui Costa qui brigue un top 10, tous deux pris dans la chute, des douleurs presque insurmontables. Elles ont mis Thibaut Pinot qui a concédé 1 minute 30 face à une évidente difficulté qu'il lui faut bien surmonter. 2 coureurs ce soir ont de bonnes raisons d'avoir apprécié cette montée vers Huy, cadre habituel de la Flèche Wallonne. Le puncher espagnol Joaquim Rodriguez, 2e victoire d'étape du Tour dans sa carrière, et Chris Froome, 2e de l'étape et retrouvant le maillot jaune, le premier depuis sa victoire finale en 2013. Autour de notre table, ce soir, François Thomazeau, journaliste et écrivain, Julien Prétot de l'agence Reuters et l'ami Philippe Court du Dauphiné Libéré. Messieurs, revenons sur cette chute, provoquée dans une partie descendante par William Bonnet qui a entraîné avec lui 20 coureurs, dans une scène qui nous a tous saisis d'effroi. Philippe Court, Tour de France doit-il s'habituer à de tels chocs ? Non seulement il doit s'habituer, mais c'est son histoire surtout qui est parsemée comme ça d'événements dramatiques. On a tous souvenir, dans des temps bien plus anciens, de chutes dramatiques, Wim Van Ness notamment dans l'Aubisque. On a tous souvenir de chutes dans l'école. Maintenant, la vitesse du fracas de l'étape du jour est absolument saisissant. On voit sur les images, on voit Fabien Cancellara freiner et ne jamais pouvoir s'arrêter. Alors c'est peut-être dû au nouveau matériel, notamment à ces roues carbone qui sont très compliquées à arrêter, à ce freinage qui finalement avant le vélo pilait, maintenant les gars filent s'encastrer dans les autres. Et on a vu quand même aujourd'hui beaucoup de coureurs à terre. C'est une chute d'une violence inouïe. Elle nous a rappelé un peu les images de Metz en 2012 où on avait été aussi on avait eu un peu le même choc. Il faut citer les noms des victimes de cette chute évidemment. Tom Dumoulin, maillot blanc, contraint à l'abandon. William Bonnet, dont les nouvelles sont quand même assez terribles puisqu'il s'est donné la fracture de la 2e cervicale qui nécessite son rapatriement à Paris ce soir et une intervention chirurgicale de type neurologique pour stabiliser cette vertèbre. Simon Gerrans, dont c'est pas l'année, 3e chute, 3e abandon dans des grandes courses, a également abandonné aujourd'hui. De même que l'équipier de l'équipe Katusha, Dimitri Kozonchuk. Elle a été fatale à Fabian Cancellara, Philippe, tu le disais. Elle a été fatale à Rui Costa, qui brigue un top 10 dans le Tour. Voilà, c'est une chute quand même qui fera date dans l'histoire du Tour. Julien, ensuite, Christian Prudhomme a pris la décision de neutraliser la course, ce qui est très rare. Dans le Tour de France, seulement 5 fois la course est neutralisée, jamais à cause d'une chute, jamais. En bon agencier que vous êtes de l'agence Reuters, dites-nous pourquoi est-ce que Christian a neutralisé la course ? Alors, c'est pas une décision basée sur l'affect, c'est tout simplement qu'il n'y avait plus assez d'ambulances. En fait, les ambulances et tout le personnel médical étaient affairés à cette chute. Donc, si la course continue et que 10 km plus loin, il y a une autre chute, il n'y a plus un toubib pour s'occuper des coureurs. Donc, c'est pour ça que Christian Prudhomme et le jury des commissaires ont conjointement décidé d'arrêter la course. En 2 fois. Une première fois, il l'a fait. Les commissaires ont peut-être donné trop rapidement l'ordre aux coureurs de repartir, alors que ce n'était pas nécessaire, il fallait attendre encore. On a vu le Team Sky accélérer pour finalement être de nouveau maîtrisé. On a vu des coureurs vraiment vilipender les coureurs de l'équipe Sky, notamment des coureurs de l'équipe Movistar. C'était un peu le chaos. François, pensez-vous que cette chute a une incidence sur la suite de l'étape ? Je parle d'un point de vue psychologique sur les coureurs. Probablement, je crois qu'il n'y a pas vraiment de polémique parce que même Dave Brailsford à l'arrivée, alors on me dirait il a le beau rôle puisque Chris Froome prend le maillot. Mais d'un autre côté, lui-même dit c'est normal d'avoir arrêté 2 fois pour les mêmes raisons qu'a expliqué Julien, parce qu'il n'y avait plus d'ambulance en course et que dans ces cas-là on ne peut pas redémarrer. Alors est-ce que ça a eu une incidence psychologique ? Je pense que ça peut plutôt avoir une incidence physique en fait. Parce que là vraiment, on l'a vu avec cette chute, le peloton était à pleine vitesse, il était à bloc, il avait déjà fait une bonne partie de son parcours, les jambes sont chaudes, le rythme est lancé et subitement déjà le choc psychologique d'entendre ce bruit, de ne pas trop savoir où on en est, mais en plus le fait de s'arrêter et de devoir repartir à l'assaut de côtes assez nerveuses, je pense que certains au niveau de l'organisme ont dû y laisser des plumes. On sait très bien que quand on est lancé, qu'on va bien et que subitement l'effort est interrompu d'une manière abrupte, je pense qu'un certain nombre ont peut-être payé cette interruption plus physiquement en fait que psychologiquement. Julien. Oui, alors il y en a un qui l'a payé très très cher apparemment, c'est ce qu'il a expliqué à l'arrivée, c'est Thibaut Pinot qui a dit avoir eu très peur a posteriori et après il avait les jambes en coton. Et aujourd'hui, il l'a payé très très cher. C'est un de ses équipiers qui tombe, qui était salement amoché. Voilà, c'est l'explication qu'il a donnée. Alors effectivement, la course a repris ses droits progressivement. Une première fois, le peloton s'est scindé en 2.
Van Garderen, Thibaut Pinot, Romain Bardet, Alejandro Valverde ont dû rentrer sur le peloton, premier effort. La course a après été une course de placement jusqu'au pied du mur de Huy, où, deuxième surprise de la journée, on a vu Alberto Contador plier un petit peu les ailes. Est-ce qu'il faut en tenir compte déjà pour la suite, Philippe ? Il faut en tenir compte évidemment, puisqu'il faut tenir compte de tout ce qui se passe dans le Tour de France, des chutes notamment, et aussi de tous ces petits écarts qui se font. En tout cas, aujourd'hui, c'était un match physique, ça s'est fait à la jambe uniquement sur les 1 km et des brouettes du mur de Huy, et Contador n'a pu soutenir le rythme imprimé par Froome et par quelques autres, puisqu'il est quand même, il est pas dans les 10 premiers, il est battu par Nibali, il est 12e de l'étape, 18 secondes, c'est peu et à la fois beaucoup. En tout cas, il a perdu le premier grand match physique de ce Tour pour moi. Il y en aura d'autres très bientôt. J'en reviens toujours à cet aspect psychologique, puisque Contador, il ne donne pas l'impression de coincer physiquement, parce qu'à 300 mètres de la ligne, il est encore dans le coup, il est dans la route de Contador. Est-ce que vous ne pensez pas, François, que l'accumulation de stress, déjà depuis 3 jours, le chrono est un stress énorme pour les coureurs, il ne faut pas le louper. L'étape du vent hier a été un stress énorme, même pour ceux qui étaient devant. Aujourd'hui, la chute a saisi d'effroi les coureurs. Purito Rodriguez le disait. Est-ce qu'ils ne payent pas déjà justement cette décharge de stress auquel le parcours les soumet ? Alors c'est pas, en effet, on n'est pas totalement dans le psychologique. Je pense qu'on est plutôt dans la gestion du stress. Ce qui est vrai, c'est que la première semaine du Tour, même dans les étapes chiantes qu'on a connues, vous vous rappelez ces longues chevauchées, puis des sprints à l'arrivée, il y avait des chutes, Armentières, Jalabert. Enfin, il y a toujours eu le peloton a toujours été extrêmement nerveux. Il y avait des cassures, mais à cela est venu se rajouter cette idée qui est bonne en soi de mettre une mini classique qui est bonne pour le public, une mini classique tous les jours avant d'arriver au premier jour de repos. Alberto Contador le disait très bien, il disait moi je trouve que le Tour est plus stressant chaque année et donc on laisse, alors la gestion du stress ça dépend des caractères, mais on laisse une énergie considérable dans la gestion du stress, et en effet dans un effort aussi. Purito Rodriguez, il est où hier ? On le voit pas du tout. Il n'a pas autant de stress à gérer qu'un Contador ou que les Big Four, parce qu'aujourd'hui, il vise la victoire d'étape. Son esprit est concentré là-dessus. Il n'est pas là pour impressionner la galerie. Il n'a pas le même objectif. Il peut être beaucoup plus, je pense, explosif, même y compris mentalement, qu'un Contador qui attaque un peu tôt, qui essaie de Froome contre derrière. Ils font un peu la guéguerre psychologique. Je pense qu'en effet, cette gestion du stress a joué incontestablement. Après, on parle de Contador. Moi, ce que je constate aussi, c'est que par rapport à l'an dernier, où sur les 3 premières étapes, Nibali avait déjà écrasé le Tour, il est où Nibali aussi ? Il est devant Contador, certes, mais où ? Il est en 10e position à peu près. Lui m'inquiète peut-être plus encore que Contador. J'en reviens à ce que disait Marc Madiot il y a quelques temps. Il connaît bien le cyclisme, je pense. Il regrette qu'aujourd'hui, les parcours proposés aux coureurs ne laissent jamais aucun répit. Jamais. Purito Rodriguez, tout à l'heure, le disait. Il regrette, lui, qu'on mette des classiques sur le parcours du Tour, parce que les classiques existent justement déjà et qu'elles demandent un cyclisme différent. Est-ce que le programme donné par Christian Prudhomme cette année, l'étape des Vents hier, le mur de Huy, Flèche Wallonne aujourd'hui, Paris-Roubaix demain, dans un Tour de France, est-ce que c'est too much ? Je pense que cette année, c'est peut-être trop. On risque de se retrouver avec des coureurs qui se battent plus entre eux, mais qui se battent contre un parcours. Là, les coureurs vont se battre contre le parcours du Tour de France. Ils sont à fond sur la première semaine. Après, ils vont penser à la 3e semaine. Je pense que dans les Pyrénées, il ne va pas se passer grand-chose, justement. Parce que je pense que tout le monde se dit on n'en a pas assez sous la pédale pour tenir 3 semaines. Une première semaine épouvantable comme celle-là, une 3e semaine avec 4 jours dans les Alpes incroyable. Je pense que dans les Pyrénées, on risque de pas voir grand-chose. C'est too much parce que les temps forts se rapprochent trop. Il aurait mérité une première semaine. Effectivement, il fallait réanimer cette première semaine. Sans doute la parsemer de difficultés un petit peu atypiques à l'échelle du Tour de France. Par contre, là, on a une première semaine qui doit culminer avec un contre-la-montre par équipe à Plumelec, avec des équipes déjà décimées justement par les chutes, peut-être décimées aussi par la difficulté du parcours. Là, on est en train de parler quand même du vent de la Zélande et du mur de Huy, mais demain, c'est 11 km de pavé, 220 km dans la poussière, un stress énorme de nouveau. Je pense que c'est too much, effectivement. Il y a peut-être moyen de rééquilibrer les difficultés. Là, surtout, il est mal dessiné, mais là c'est le terrain, c'est la géographie qui l'impose. C'est que derrière, on a quand même les étapes du Havre, d'Abbeville, les étapes pour sprinteurs, qui là d'un coup, il y en a 3 qui s'enchaînent jusqu'à Fougères.
qui là pour le coup peuvent être extrêmement chiantes, disons le mot, parce que subitement après ce départ en fanfare, hop, on va avoir une petite baisse de régime. Je pense que là justement il y aura du répit, mais il y aura un répit un peu inattendu. Et peut-être qu'il était un petit peu mal dessiné de ce point de vue-là, parce que subitement, voilà, les étapes traditionnelles, on va dire des années 80, reviennent un peu à contre-courant, avant de repartir ce contre-la-montre par équipe. Donc on peut peut-être discuter ce dessin-là. Oui, enfin cela dit, d'abord, une course vélo n'est jamais chiante, François. Non, mais je plaisante. Il ne faut pas oublier non plus que l'étape d'Abbeville au Havre, c'est 100 km au bord de la Manche. S'il y a du vent, de nouveau, on reparlera de la dangerosité pour les grands leaders et les grands favoris du Tour, du vent. Voilà, donc on est loin d'avoir atteint toutes les difficultés du Tour et jusqu'au contre-la-montre par équipe. Julien. Ouais, je me dis pourquoi on ne ferait pas Plumelec Pau à vélo aussi, ça pimentera un peu le truc. Oui, ça c'est évidemment une réflexion tout à fait intéressante. Dans le final, on a parlé de Thibaut Pinot qui était en difficulté puisqu'il perd quand même 3 minutes en 2 jours. C'est énorme pour un garçon qui a fait podium l'an dernier et qui rêve d'un top 5. Cela dit, on voit aussi de bonnes choses côté français, heureusement. Alors la 3e place d'Alexis Vuillermoz, elle est très belle. 3 mois après qu'il ait fini 6e de la Flèche Wallonne. Tony Galopin rappelle qu'il est un excellent coureur de classique, capable de briller lui sur tous les terrains, comme peut-être Philippe Gilbert. C'est-à-dire qu'il est capable demain d'être devant dans les pavés, comme il était capable d'être devant hier dans le vent. Aujourd'hui, il est devant dans la Flèche, il joue la gagne. C'est pas une surprise, on sait que Tony est un grand coureur. En revanche, Philippe, Alexis Vuillermoz nous surprend sans cesse. Il est pro depuis 3 ans, il ne faut pas l'oublier. Exactement, pro depuis 3 ans, un coureur totalement atypique, qui n'avait pas fait une course sur route ou qui faisait je crois un gentleman chaque année dans ses années de vététiste où il était très performant, il était en équipe de France quand même, et il arrive sur la route, tout de suite il développe des qualités assez incroyables, rapport poids-puissance, c'est un petit Rodriguez venu du Jura. Il nous avait pâté aujourd'hui parce qu'en plus il a fait une course, il est resté placé, il a vraiment bien géré son affaire pour revenir très fort dans le final. C'est un coureur atypique, en tout cas, qui s'est donné des idées. La Flèche Wallonne figurera à son programme, je pense, maintenant toutes les saisons. Et il a les moyens, en tout cas, d'y gagner un jour. Pour finir cette étape, on a vu également Christopher Froome. Pour ma part, je l'ai trouvé excessivement nerveux. Dans un virage, il est venu frotter Galopin. Il voulait absolument passer devant. On sent que Chris Froome a une revanche à prendre. Hein. Le Tour de France en dernier, il l'avait mortifié. Il l'avait abandonné avant le premier secteur pavé. Est-ce que à ce rythme-là, je parle d'un point de vue nervosité parce qu'il me semble très nerveux, est-ce qu'il ne va pas payer un jour les conséquences de son attitude, François ? Je ne crois pas parce que je pense qu'il cherche à tuer le Tour comme Nibali l'a fait l'an dernier. Il a dit un truc marrant hier que personne n'a relevé. Et c'était assez marrant parce qu'il l'a dit mezzo voce, comme on dit bien évidemment en anglais. Il a dit tout le monde disait que Chris Froome ne passerait pas ce genre d'étape. Il a dit ça hier. Et j'ai montré que c'était pas le cas. Donc il avait vraiment une revanche à prendre. Il avait vraiment quelque chose à dire et un message à faire passer. Là aujourd'hui, je pense qu'il a donné ce petit coup de rein supplémentaire. Pour 2 raisons. Alors, je ne pense pas qu'on fait la tactique à ce point-là, parce qu'on sait que demain, sur les pavés, grâce à son maillot jaune, l'équipe Sky sera en tête. Donc, la voiture de l'équipe Sky aura la numéro 1, ce qui veut dire qu'en cas de souci, il sera dépanné plus vite. Je ne pense pas qu'il avait ça en tête quand il l'a fait. Mais il y a tous ces éléments qui jouent en sa faveur et qui font que, pour l'instant, il fait un tour à la Nibali l'an dernier. Et je ne le trouve pas si nerveux que ça. En conférence de presse ou au bus, il est plutôt posé, plutôt calme. Je pense que plus que de la nervosité, c'est de la niaque, quoi. Il avait un peu en effet la hargne, ce désir de revanche vis-à-vis de l'an dernier, aussi vis-à-vis de lui-même, parce qu'il a dû se maudire l'an dernier d'abandonner avant le premier secteur pavé. Demain, c'est la fameuse étape des pavés, 7 secteurs, tous en faux plat montant, ça ajoute à la difficulté. 11 km au total, ce qui paraît peu, mais c'est évidemment beaucoup dans le Tour de France. À quel type d'étape peut-on s'attendre ? Est-ce que la chute d'aujourd'hui peut avoir des conséquences sur la prise de risque des coureurs au moment de se placer à l'entrée des secteurs pavés, Julien ? Demain, ceux qui se posent trop de questions finiront à 5 minutes de Froome, parce que Sky, ils vont pas se poser de questions devant. Je pense qu'ils vont prendre le taureau par les cornes dès le début, et il va vraiment falloir s'accrocher. Donc, ceux qui réfléchissent un petit peu trop vont finir très très loin.
Non, moi je pense que la chute n'aura aucune conséquence parce que la course c'est la course. C'est des gars qui sont formatés pour ça, qui n'ont pas réellement peur comme le commun des mortels de ce qui peut arriver d'une chute ou des conséquences comme ça d'un virage manqué ou d'un saut dans le bas-côté. Donc je pense que demain la course va partir. Dès le premier secteur qui est bien avant les 6 derniers, elle peut devenir folle et les grosses équipes vont mettre en route je pense très vite. Effectivement Sky, à voir peut-être les Astana, je les vois beaucoup moins à l'aise que l'an dernier sur ce type d'exercice. Et peut-être Contador sera mieux entouré que l'an dernier sous la pluie. Moi, je pense, puisqu'on parlait tout à l'heure de stress et de psychologie, je pense que sur les pavés, cette étape, elle était tellement redoutée, les coureurs se sont tellement préparés dessus, qu'à mon avis, pendant moins de risques, mais naturellement, là, vous avez une chute totalement inattendue. Ça va vite, mais on est sur un secteur totalement rectiligne. Il n'y a aucune raison qu'il y ait un tel massacre. Sur les pavés, je pense qu'inconsciemment, les coureurs sont plus adroits. Ils s'attendent, ils font attention, ils savent qu'à tout moment, la chute peut venir. Je vois moins de casses, étrangement, que sur un carambolage général comme on a eu aujourd'hui parce qu'il est totalement inattendu. Donc, alors après pour la course elle-même, oui, Julien et Philippe l'ont dit, bon, la bagarre va avoir lieu et je pense en effet que là où il y a un truc différent, et Julien l'a dit hier ou avant-hier, c'est que je pense qu'on voit pas mal de coureurs lâcher parce qu'il y a eu la chute, mais je pense que les équipes s'économisent et disent aux gars, t'as fait ton taf, maintenant tu restes à l'arrière et on en parlait l'autre jour, Sky sur le final on voit toujours Geraint Thomas, on voit toujours un peu Stannard, on voit pas les autres ils seront là demain je pense. Dans les étapes des pavés, très souvent, il y a des éléments déclencheurs d'une bagarre. En 2010, c'était Ryder et Ziodal qui étaient échappés et qui avaient vraiment insisté longtemps sur les pavés, puis Cancellara qui avait Andy Schleck dans sa roue. L'an dernier, c'était Fuglsang Nibali et Larseboom. D'ailleurs, on précise qu'il ferait bien d'arrêter les corticos, il est bien meilleur sans. Demain, on va peut-être manquer d'un Fabian Cancellara, parce que je pense que son mal au dos va évidemment le desservir. On va manquer d'un Tom Dumoulin, qui est très bon dans cet exercice. C'est vrai que l'équipe Lotto-Soudal, attention, je pense qu'elle va vraiment animer cette étape. Qui va potentiellement être le bénéficiaire d'une telle étape demain, Philippe ? Après, c'est comme souvent, la course va se dérouler sur 2 niveaux. Il y a la course pour le classement général et il y a la course pour l'étape. On sait que John Degenkolb, qui a gagné en avril à Roubaix, a très envie de gagner cette étape des pavés. Et lui, sa course va se faire en marge du général. Après, Tony Galopin a dit tout à l'heure tout le plaisir qu'il avait déjà à pédaler dans le Tour de France et surtout à faire cette étape des pavés. Ça sera là aussi, alors en marge du général, oui et non, puisqu'il est quand même pas très loin du maillot jaune, mais bon, on se doute bien qu'il ne sera pas non plus dans les 10 premiers à Paris. Donc après, la course des favoris, elle va peut-être s'organiser de manière différente et c'est une étape qui est difficile à prévoir, en tout cas dans son scénario, dans son déroulement. On peut quand même envisager demain, parce qu'elle est très longue, 227 km, une échappée et pas de 4 coureurs. Je pense que forcément, j'en reviens toujours à la psychologie, je pense que le peloton demain en début d'étape va quand même un petit peu desserrer les freins et les taux et laisser se développer une échappée. Ce qui ne veut pas dire qu'elle ira au bout, mais en tout cas je pense qu'il y aura quand même un peu plus d'hommes à l'avant demain. Messieurs, nous sommes à l'heure des pronostics. Je vous rappelle que nous avons été nullissimes hier. Il y a un François Thomazeau qui prétendait que Peter Sagan pouvait gagner au sommet du mur de Huy. J'ai prétendu que Nairo Quintana pouvait le faire, on ne l'a pas vu. Alors demain c'est l'étape des pavés, on peut penser que ça va être une étape aussi pour des sprinteurs. Philippe vient de parler de John Degenkolb. Voilà. Qui va gagner cette étape ? Julien Préto. Boissonhagen dans l'échappée qui va au bout. Philippe Court. Moi je ne vais pas être très original, je vais dire Degenkolb quand même, plutôt en version sprint massif avec les costauds. François. Et moi, Peter Sagan, vous noterez qu'il était à une borne de l'arrivée, il était encore super bien placé. Non, mais en plus, et vous savez quoi, Sean Yates, à qui je parlais ce matin, me disait il faut pas. Donc c'était pas si ridicule que ça, c'était la grosse cote. Bien sûr que je pourrais parier sur Degenkolb, ça paraît l'évidence. L'autre jour, je parlais à Lefebvre, un garçon à qui on peut faire totalement confiance, et qui me disait que finalement, et qui connaît quand même bien les pavés, qui me disait que les secteurs, il les avait reconnus, que pour lui, homme des pavés, qui a gagné tant de fois Paris-Roubaix avec ses coureurs, finalement les secteurs pavés sont pas si difficiles. Il disait moi je vois bien un sprinter gagner. Alors un sprinter ça peut être Degenkolb et pourquoi pas Greipel, il passera. Hein. Alors je vais vous donner mon pronostic totalement subjectif. On va me reprocher d'être un fan de base. Alors je vais dire Arnaud Démare. Messieurs, merci infiniment pour cette émission qui a été intéressante et dense. Émission réalisée par Olivier Leroc. À demain.